Alors, bonjour, bienvenue à cette capsule sur le curriculum d'histoire de 10e année. Donc, dernier cours, là, cette semaine, on a vu les curriculums de 7e et de 8e année en histoire. Donc, vous savez déjà, là, et puis, ben, il y en a plusieurs qui sont en 2e année, donc ils savaient déjà un peu comment la structure des curriculums fonctionne au niveau des domaines, des attentes, des contenus. Mais on va aller voir qu'est-ce qui distingue un peu le curriculum de 10e année, en particulier dans cette capsule-ci. Donc, juste un petit rappel, puis tout au long de la session, je vais vous dire, ayez des attentes hautes pour vos élèves. Euh, Lors du premier cours, il y a quelqu'un qui est resté après le cours, puis qui m'a dit, merci madame d'avoir des attentes hautes pour nous. Merci de ne pas baisser vos attentes. Et c'est un des plus beaux compliments qu'on pouvait me faire. Mais vous, gardez ça en tête aussi. Euh, Quand on a des attentes qui sont hautes pour nos élèves, c'est là que les élèves nous respectent. Et puis, ben ça, dans une classe d'histoire, ça veut dire aussi vous mettre des attentes à vous en tant que qu'est-ce que vous souhaitez développer chez vos élèves. Puis là, ben, je vous dis, vous êtes des grands penseurs, puis qu'est-ce que vous voulez faire avec vos élèves? Les amener à réfléchir et à penser. Puis certainement, ça passe par connaître des faits, mais comme dit ici Peter Seychelles, connaître des faits ne suffit pas. Donc, on ne veut pas faire que leur apprendre des faits, mais leur amener à comprendre comment ces faits-là viennent les aider à comprendre l'histoire, certainement, mais le monde qui les entoure aujourd'hui. Donc, amenez vos élèves toujours plus loin, donnez-leur le goût de l'histoire au-delà de la simple mémorisation. Donc, si on revient au cours de 10e année, donc le cours de 10e année, vous avez vu un peu que 7 et 8e année s'intéressaient à des époques qui précèdent la Première Guerre mondiale. Donc, en 10e année, c'est vraiment le Canada contemporain de la Première Guerre mondiale de 1914 jusqu'à nos jours. Donc, si on prend les mots du curriculum, il y a des hautes attentes qui sont là. Donc, on veut regarder le caractère dynamique de l'histoire du Canada, ses relations avec d'autres parties du monde. On veut que l'élève apprenne que l'histoire du Canada se décline en une multitude d'histoires et chacune de ces histoires mérite la plus grande attention. Donc, évidemment, le curriculum, comme je vous ai expliqué, c'est la même chose qu'en 7e et 8e année. Vous avez beaucoup de liberté sur ce que vous décidez de présenter en classe. Mais en même temps, il y a souvent ces notions de conflit qui sont là, d'aller voir plusieurs communautés, d'aller voir plusieurs points de vue quand on va regarder aussi le concept de perspective historique. Donc, cet élément-là est très présent et très important dans le curriculum. Des fois, on peut se sentir un peu dépassé par la tâche, hein, parce que finalement, on peut faire de l'histoire politique, sociale, économique. On peut aussi voir ça plus à une échelle géographique, l'histoire locale, régionale, provinciale, nationale. Euh, on peut voir l'histoire d'une communauté en particulier, parce que le Canada, c'est une diversité de communautés, l'histoire de nations. Euh, L'histoire des femmes, l'histoire des personnes handicapées, l'histoire des immigrants, des ouvriers, des peuples autochtones. Donc, évidemment, ces multitudes d'histoires-là, comment on s'y retrouve, comment on présente tout ça. Donc, c'est à vous d'aller chercher, d'aller prendre des libertés, mais en gardant en tête de présenter une diversité de récits. Et ça ne veut pas dire que tous les récits se valent. Hein. Ça, des fois, c'est moins évident dans le curriculum, mais évidemment que tous les récits ne se valent pas et qu'il ne faut pas oublier que très longtemps, euh, et encore un peu de nos jours, l'histoire, elle demeure écrite par les gens qui ont la possibilité de l'écrire et de la diffuser. Et on oublie parfois cette relation de pouvoir-là qui s'est créée à travers le temps par qui racontait l'histoire de qui. Donc, gardez ça en tête. Les relations de pouvoir fait que même quand on raconte, même quand on présente l'histoire de divers groupes, on le fait parfois avec une perspective dominante. Donc, en essayant de garder ça en tête et d'essayer de comprendre ce biais-là et du moins de l'exprimer, de l'expliciter et d'amener nos élèves à réfléchir à ces relations de pouvoir inégales dans l'histoire, on peut les amener beaucoup plus loin, je le crois. Donc, je vous laisse un peu sur ces réflexions-là par rapport à ça. Je rajoute ici, par rapport au diaporama de l'an dernier,
les changements qui ont eu lieu en 2018, qui sont importants. Si vous allez à votre cours 2, vous allez voir que pour toutes les attentes, ou presque, là, on va rajouter y compris ou incluant les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Mais au-delà de ce simple changement de vocabulaire, à plusieurs endroits dans le curriculum, vous allez voir aussi des phrases qui sont particulièrement importantes. Donc, par exemple, celle-ci là, que j'ai mis en haut, l'élève prend connaissance des répercussions du colonialisme, de la loi sur les Indiens, du système des pensionnats indiens, des traités et de l'impact du racisme systémique sur les individus et les communautés autochtones au Canada. C'est très important comme changement. Auparavant, on retrouvait très peu cette idée de colonialisme et encore moins cette idée du racisme systémique dans le programme. Donc là, c'est clairement là, c'est beaucoup plus évident que ça fait partie des contenus. Au niveau des attentes, on reste dans les termes généraux, mais le fait qu'on ait ajouté, incluant les Premières Nations, les Métis et les Inuits, ça fait que c'est plus un contenu qu'on peut voir si on décide de le voir. C'est un contenu qu'il faut absolument que je traite dans mon cours. Donc, c'est une différence assez importante. On en a parlé là, dans les derniers cours. Au niveau des formations, ça a été coupé pour l'instant, au niveau de la formation continue. Donc, de qu'est-ce que le ministère s'attend à ce qu'il soit réellement fait dans les classes au-delà du curriculum. Pour l'instant, ce n'est pas nécessairement ultra clair. Il va falloir que ces formations-là soient mises en place pour qu'il y ait des changements évidents. Mais vous, vous voyez que ce n'est pas qu'un changement de vocabulaire. Vous pouvez faire ça dans vos classes. Donc, je vous invite à vous informer et à vous former, si ce n'est par des formations prévues par le ministère, par vous-même, de façon autodidacte. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces contenus-là, allez vous informer. Puis, on va reparler de ça dans différents cours. Je vais vous parler aussi de l'exercice des couvertures, blanket exercise, qui est particulièrement intéressant aussi. Donc, on va y revenir là, pendant la session. Donc, si on va vers les contenus un peu plus clairement, donc en 10e année, l'élève poursuit son étude de l'histoire en prenant appui sur ses connaissances, ses habiletés et ses attitudes acquises et développées en histoire de 7e et 8e année et se prépare à approfondir tout ça en 11e et en 12e année. C'est bien beau à dire, je vois qu'il est marqué des connaissances acquises. Hein? C'est un gros mot d'utiliser. Un grand mot, disons, pas un gros mot, le terme acquise. C'est pas clair, hein, que si vous vous rappelez vous-même, aussi on pense même juste à nos cours qu'on a vécu au bac en histoire, on se rappelle pas de tout. C'est pas parce qu'on a appris quelque chose que c'est acquis. Et même au niveau des habiletés, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Donc prenez pas pour acquis que vos élèves ont acquis ça. Et il faut souvent revenir là, au niveau méthodologique et au niveau des connaissances. Il faut faire des rappels, faire appel aux connaissances antérieures, vraiment structurer les apprentissages en se disant que ce n'est pas toujours acquis. Donc, voilà un simple rappel. Au niveau des domaines d'études, donc vous allez voir qu'il y a 4 domaines d'études en 10e année et ils sont organisés chronologiquement. Donc, c'est assez simple. A, 1914 à 1929, B, 1929-45, C, 45 à 82 et D, de 1982 à nos jours. Un petit rappel, ce qui arrive souvent, et quand j'enseignais, je faisais toujours l'erreur. Au début de l'année, en septembre, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps, on veut faire plein de projets. Alors, on prend vraiment beaucoup de temps sur le début de la chronologie. Puis là, on arrive à la fin de l'année. Là, on a l'impression qu'il faut courir pour tout. Puis c'est un peu dommage parce que la fin de l'année, c'est souvent des éléments plus contemporains qui vont passionner les élèves, avec lesquels ils vont vraiment faire des liens avec l'actualité. Donc, essayez de garder ça en tête pour bien prévoir. Et ça, la planification annuelle, c'est une bonne façon de le faire, hein, de vraiment se mettre des dates pour lesquelles on va aller couvrir chacun des domaines, puis de rester là-dessus pour éviter de manquer de temps en fin d'année. Donc, il y a une différence vraiment importante avec la 7e et la 8e année, qui est celle qu'en 7e et en 8e année, le processus d'enquête, c'était une des attentes pour chacun des domaines, si vous vous souvenez bien. Alors que là, le processus d'enquête, il est présenté dans des pages séparées des domaines. Donc, à la page 126, 127, c'est comme une attente globale et c'est pas une attente spécifique au contenu. Donc, c'est très différent de la 7e et la 8e année. Là, on est vraiment organisé de manière chronologique et le processus d'enquête, il est
global dans tout ça, mais pas lié à chacun des domaines. Donc, si on regarde le ABC, comment les domaines sont séparés, ça c'était chronologiquement, mais le A1, A2, A3, comment c'est séparé ici? Le A1, B2, pardon, le A1, B1, C1 et D1. Donc, la première attente pour chacun des contenus, c'est plus au niveau du contexte historique. Les événements plus spécifiques, c'est la deuxième attente pour chacun des domaines. Et finalement, vous avez la question de l'identité. Et à chaque fois, on a le volet de l'identité francophone qui est dans la troisième attente pour chacun des domaines au niveau chronologique. Qu'est-ce qui différencie le cours théorique et le cours appliqué? C'est vraiment au niveau de l'analyse. Donc, on va demander aux élèves de pousser beaucoup plus. L'accent dans le cours appliqué va être mis sur les événements, un peu moins sur la compréhension du contexte global. C'est assez facile de les distinguer quand on regarde le choix de verbes. Donc, vous avez peut-être vu là, dans vos autres cours de pédagogie, vous allez en voir d'autres pendant votre formation, la taxonomie de Bloom. Si vous n'avez jamais vu ça, faites une simple recherche Google. Donc, au niveau des verbes qui sont choisis, on voit que le niveau, la complexité de ce qui est demandé est moindre pour le cours appliqué. On va utiliser dans le cours appliqué, on va utiliser le verbe expliquer, alors que dans le cours théorique, on va choisir plutôt le verbe analyser, par exemple. Donc, vous pouvez voir ça là, à différents lieux dans les attentes et dans les contenus des deux programmes. Donc voilà pour cette capsule-ci. C'était pas très long, c'était simplement pour couvrir. Là, maintenant, c'est à votre tour d'aller le parcourir, de voir un peu comment il se divise et tout ce qui se présente. Et n'oubliez pas de compléter votre journal de bord. Voilà.